Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Bienvenue dans ce 4e épisode de Change. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier en fait pour votre support et pour votre écoute. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement et de remerciements sur LinkedIn et via ma boîte mail. Et croyez-moi, ça me fait beaucoup plaisir, ça fait chaud au cœur de voir cette bienveillance de l'écosystème autour du projet Le Juriste de demain de façon générale et de Change en particulier. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites et continuez d'écouter Change. Bien évidemment, ça ne fait que commencer. Deuxième chose, je tenais à revenir sur une info que vous avez certainement vu passer la semaine dernière. Donc, nous avons récemment conclu un partenariat stratégique avec Germinal, startup leader dans l'acquisition de clients en ligne. J'ai d'ailleurs, comme vous l'avez vu, l'épisode précédent a été consacré justement à une interview avec son CEO, Grégoire Gambato. Mais ce que je voulais vous dire en particulier, c'est les raisons de ce partenariat en fait. Notre objectif commun, finalement, c'est de former les professionnels et étudiants en droit afin de leur permettre de développer leur culture business et technologique au regard des nombreux défis que présente la transformation digitale. Et pour ce faire, un nouveau module est mis en ligne sur lejuristededemain.com intitulé Stratégie de croissance des cabinets d'avocats, module grâce auquel vous aurez accès à l'antichambre de Germinal qui vous permettra finalement de suivre tout un package de formation dédié à l'acquisition en ligne. Je vous invite donc à découvrir ce nouveau module qui vous permettra d'apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques qui, j'en suis sûr, vous permettront d'accélérer la croissance de vos structures juridiques. Alors, revenons à Change, épisode 4. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Benjamin English, avocat associé du cabinet Avril et Marion, que je vais vous laisser découvrir. Et nous allons ensemble parler d'un sujet très important qui est la gestion du temps. Et je vous laisse sans plus tarder découvrir ces échanges. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à tous les auditeurs de ce podcast. Je m'appelle Benjamin English, je suis avocat, associé gérant d'un cabinet qui s'appelle Avril et Marion, qui est établi dans l'ouest de la France, à Saint-Brieuc et à La Baule, barreau de Saint-Brieuc et barreau de Saint-Nazaire. Donc un cabinet provincial qui fait du contentieux, essentiellement un vieux cabinet créé il y a plusieurs dizaines d'années, mais qui essaie de se rénover tous les jours, de s'enrichir de nouveaux talents, de nouveaux outils, et d'avancer au même sens dans le même sens que nos professions et de se digitaliser. Voilà. Moi, je suis super content de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va aborder un sujet mine de rien qui va parler à tout le monde, mais bien évidemment essentiellement aux professionnels du droit parce que tu es toi-même un professionnel du droit. On va parler de la gestion du temps. Et en quoi c'est super important de savoir gérer son temps. Moi, je crois que je vais apprendre aussi beaucoup dessus. Je vais apprendre beaucoup parce qu'en ce moment, je t'avouerai que le temps, c'est pas évident. Je vois pas mes heures passer, je vois pas les journées passer, et c'est une vraie problématique en ce moment. Mais avant d'aller loin dans ce sujet, juste comme ça, donne-moi ton ressenti sur le marché du droit actuel. Quelles sont les tendances que tu as constatées, soit de la part des clients, mais également des professionnels que tu côtoies au quotidien? Quel est ton ressenti, ton constat sur le marché du droit? Le marché du droit, moi j'en ai une vision à hauteur de mon cabinet, à l'échelle de mon cabinet, de mon activité, de celle de mes associés, puis un petit peu plus haute, avec une plus grande hauteur de vue à hauteur du réseau Eurojuris, dont le cabinet fait partie, qui est un réseau d'avocats et de professionnels du droit, donc des avocats et des huissiers principalement, et dont j'ai été vice-président et membre du bureau. Donc, dans le cadre du réseau, on peut avoir une vision plus globale de la profession. Puis on sait aussi le rôle du réseau que de soutenir les membres, de les accompagner et d'essayer d'identifier les grandes tendances du marché du droit. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate une modification de la relation entre
entre l'avocat et le client, dans un sens qu'on peut déplorer ou pas, probablement dans le sens, et ça c'est probablement pas à déplorer, d'une demande de plus grande transparence de la part des clients, mais aussi d'une pression sur les délais, d'une pression sur les coûts. Ça devient un lieu commun que de le dire, mais enfin, c'est quand même la réalité. Avec la nécessité de repenser son activité de manière peut-être plus libérale, on l'est déjà, mais plus entrepreneuriale, on va dire, avec des interventions probablement plus ciblées. Les clients nous demandent déjà des interventions très très ciblées, des fois des bouts de mission. Le client, parfois, ne serait-ce que pour des raisons de budget, va pas vouloir qu'on intervienne sur toute une partie du dossier, mais soit parce qu'on est spécialisé dans tel domaine. On dit que la spécialisation est un des grands avenirs de l'avocat. Oui, effectivement, dans une certaine mesure, plus on est spécialisé, plus on a une activité de niche, plus on peut se démarquer, surtout avec aujourd'hui les moyens marketing qui permettent de se démarquer où que l'on soit auprès du client qui va être concerné par cette cible. Mais des interventions plus ciblées, une exigence sur les prix, des exigences aussi sur la réactivité. Et là, on parle très clairement, on est déjà dans le sujet de la gestion du temps, parce que le client, finalement, il lui est souvent assez difficile de pouvoir juger de la compétence de l'avocat. Déjà, il la tient pour acquis, et heureusement, c'est plutôt bien pour la profession. On part du principe que le professionnel connaît son job, mais porter un jugement sur la façon dont il le fait, c'est parfois un petit peu plus compliqué pour le client, qui n'est lui-même pas un sachant en matière de droit. Par contre, cette asymétrie d'information tend à se réduire quand même, puisque aujourd'hui l'information juridique brute, elle est quand même accessible en ligne beaucoup. Après, l'analyse, c'est autre chose, évidemment. L'analyse, la stratégie. Par contre, la réactivité, la capacité de l'avocat à rappeler le client quand il a loupé l'appel, ou à être capable de répondre à un mail important en temps voulu, ça, le client est tout à fait capable de le mesurer, parce qu'il le mesure comme dans tout autre service qu'on lui procure. La réactivité et la transparence. Et ça, pour le coup, il y a des attentes qui sont très très claires. Donc, ce que le client peut objectivement juger, il va s'en servir pour juger la qualité de la prestation de service de l'avocat. Et là, on a probablement pas mal de progrès à faire. Voilà. Exactement. Tu as fait un bref petit passage très pertinent. J'ai bien aimé justement la relation avec le client que tu perçois en tout cas, et c'est très pertinent, et c'est vrai que franchement ça peut aussi faire l'objet d'un podcast. Mais on va revenir à nos sujets. La question que je me pose aujourd'hui, et effectivement, on le voit, la transformation digitale, elle est là. On voit que, notamment, il faut avoir une offre qui parle à sa cible. Il faut avoir une offre de valeur qui soit vraiment aussi différenciante, ainsi de suite. Ça, c'est le côté qu'on voit à l'extérieur. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur la transformation en interne. Comment, en termes d'organisation, comment toi, tu as réussi en tout cas, toi et tes équipes, comment avez-vous réussi à mettre en place une organisation efficiente ? Alors déjà, c'est un travail qui est remis sur le métier quotidiennement, c'est-à-dire qu'en matière de gestion du temps, déjà, à l'échelle d'une entreprise, nous, on est un petit cabinet d'avocats. Dans un gros cabinet d'avocats, c'est probablement encore plus valable, mais tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Ensuite, même pour ceux qui avancent et qui ont une appétence pour ça, on apprend toujours en fait en matière de gestion du temps. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Je teste des choses tous les mois, on va dire, nouvellement. Il y a des choses que je teste, que j'adopte, que je laisse de côté. Et puis ce qui est bien, c'est que on peut vraiment progresser puis voir très très facilement la progression dans le temps. Maintenant. Changer, digitaliser, moi, on me pose parfois la question, et ma réponse est toujours la même. C'est par quoi il faut commencer pour digitaliser, quels outils, quelles choses. D'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est changer les mentalités. Parce que à l'échelle d'une organisation, si on commence pas par avoir des gens qui sont tous convaincus de l'intérêt qu'ils ont pour eux-mêmes, pour leur qualité de travail, pour la pertinence de ce qu'ils vont livrer aux clients, pour la satisfaction du client, si on n'est pas tous à peu près persuadés qu'il faut changer et que ça va nous apporter des choses et qu'il faut investir un peu de temps, un peu de matière grise pour y arriver, déjà, on n'a pas les prérequis nécessaires. On pourra acheter tous les logiciels qu'on veut, faire tous les investissements qu'on veut, les formations, les trucs, si on n'est pas persuadé qu'il faut changer, ça marchera pas. Ce sera peine perdue et beaucoup de budget jeté par les fenêtres. Voilà.
Après, une fois que cette première étape-là est passée, et nous, c'est ce qu'on a fait. Moi, c'est ce que je fais à hauteur du cabinet, c'est ce qu'on a fait à hauteur du réseau Rejuris aussi, en formant les gens, pas seulement à de la techno, Mhm. pas seulement à la legal tech, mais également aux soft skills, Bien qui sont sûr. très importantes. Alors, aux juristes de demain, on est tous convaincus sur la question. Mais voilà, il faut ensuite accompagner et choisir des outils. Mhm. Alors, pas tous les outils d'un coup. Il faut que ça se fasse de manière progressive. Alors évidemment, quand on s'y est pris en avance, c'est plus simple de dire qu'il faut que ça se fasse de manière progressive parce que Mhm. on a vu le changement, on suit le changement. Ceux qui arrivent un petit peu plus tard sur cette démarche-là vont être un petit peu plus peut-être pressurisés de se dire il faut qu'on rattrape le retard. Mhm. Mais il faut choisir les outils de manière méticuleuse, pas prendre trop d'outils et surtout suivre leur adoption parce qu'un nouvel outil, c'est comme quand on change de logiciel dans un cabinet d'avocat. Mhm. C'est un véritable investissement intellectuel parce qu'on a des habitudes qui font qu'avec l'ancien logiciel, on travaille bien et tout ça. Si on change de logiciel en se disant on va mieux travailler parce que ce logiciel-là apporte des choses nouvelles, machin, Mhm. il faut d'abord intégrer le temps de changement, le taux d'adoption, et puis tant qu'à utiliser une solution technologique, quelle qu'elle soit, autant l'utiliser au maximum, c'est-à-dire Mhm. pas justement juste à 10% de ses capacités. Donc autant s'investir un peu pour comprendre ce qu'elle peut nous apporter. Donc faire ça avec parcimonie, bien choisir les outils de manière méticuleuse, Mhm. pas trop d'outils pour que le système soit pas trop complexe. Et puis alors, toutes ces choses-là, évidemment, c'est difficile de dégager des grandes lignes communes parce que tout est très différent. C'est vrai. Selon qu'on prend un cabinet anglo-saxon avec 600 personnes dedans, ou un cabinet de taille moyenne de province, mais qui a des fonctionnements ancrés dans le temps parce que ça fait 40 ans, 50 ans, 3 générations qu'on travaille de la même manière, avec souvent les mêmes clients, Mhm. avec le même type de dossier, ou alors qu'on soit un cabinet de nouveaux de jeunes associés qui décident de se regrouper pour créer un cabinet from scratch, Mhm. où là on part d'une feuille blanche, eh ben on n'est pas du tout sur le même enjeu de digitalisation. Évidemment, on peut C'est presque clair. dire que la feuille blanche c'est presque encore plus simple pour C'est clair. arriver à tout digitaliser. Maintenant, voilà, faire bouger des mastodontes, des choses qui sont ancrées dans des habitudes, c'est pas facile. Mhm. Donc, à chaque structure, sa faculté d'évolution. Effectivement. C'est vrai que c'est trop capital, en fait. En réalité, l'état d'esprit, c'est tout, en fait. Après, derrière, une fois que on est en phase et que les équipes sont relativement alignées sur justement l'état d'esprit qu'il faut avoir et comment on va évoluer, là, effectivement, on onboard l'idée des outils. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens d'établir comme démarche. Je trouve que c'est Ça, exactement ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut, dans tous les cas, que tout le monde soit leader sur la transformation digitale. Mhm. C'est impossible, c'est matériellement impossible. Mhm. Il faut qu'il y ait des leaders. C'est pas forcément les leaders du cabinet. Mhm. Ça peut être certains qui vont emmener les autres. C'est pas forcément des jeunes. Ça Mhm. peut être aussi des plus anciens, une question de sorte de Complètement, génération. c'est clair. Mais il faut pas que tout le monde soit leader du truc au même niveau. Mhm. Mais il faut par contre que les leaders sachent entraîner les autres, comprendre que tout le monde va pas aller au même rythme, et puis essayer d'élever tout le monde. Et à l'échelle d'un cabinet, c'est ça. À l'échelle d'un réseau d'avocats, c'est ça. Mhm. À l'échelle d'un gros cabinet, ça doit être encore, moi je connais pas ça, mais ça doit être encore la même chose. Donc Mhm. voilà, il faut des leaders. Effectivement. En quoi, pour toi, la gestion du temps, du coup, c'est important pour un juriste ou un avocat aujourd'hui? C'est très important. Pour la première raison, c'est que le temps, plus ou moins, directement ou indirectement, c'est ce que je dis Mhm. dans le cours que je dédie à ça sur la plateforme du Mhm. juriste de demain, Effectivement. c'est en préambule, c'est ce qu'on facture, quoi. Exactement. Même si aujourd'hui on facture plus au temps passé parce qu'on veut forfaitiser, Mhm. ben, le forfait on l'établit parce qu'on sait le temps qu'on va y passer, quoi. C'est le temps que nous on y passe, c'est le temps que nos collaborateurs y passent, que nos assistants y passent, mais plus ce temps est efficient, euh, moins il y a de temps perdu, moins il y a de temps mort, moins il y a de temps à passer à faire des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée, Mhm. eh bien, plus ça va s'en ressentir sur ma valeur ajoutée, soit sur la valeur ajoutée du service, soit sur le prix de manière générale que je vais pouvoir proposer aux clients. Donc ça, c'est déjà c'est la première bonne raison pour faire attention à son temps, c'est que c'est notre matière première. Finalement, Mhm. c'est notre matière première. Voilà, celui qui a un joaillier va surveiller le cours de l'or parce que c'est sa matière première et ça va influer sur la rentabilité des bijoux qu'il va faire. Mais Mhm. notre or, c'est notre temps. C'est Bon. clair. Alors après, la deuxième raison, c'est que par nature, on fait des tâches, quelle que soit la fonction au sein du cabinet, on fait des tâches qui sont très multiples. Mhm. Le médecin, le kiné, l'ostéo, lui, sa tâche facturable, sa valeur ajoutée, ça va être à 95%
dans l'acte médical où il est en frontal avec le patient. Alors maintenant, ça peut être en visio avec le patient pour la télémédecine, mais c'est le temps qu'il va passer en rendez-vous virtuel ou physique avec le patient, à l'écouter. Et donc c'est pour ça que Doctissimo, voilà, vous prenez votre rendez-vous et puis le carnet de rendez-vous se remplit. Et puis ces professions-là dégagent souvent une demi-journée dans la semaine pour faire que l'administratif, les télétransmissions, tout ça. Le temps du juriste, et notamment si je prends mon exemple de l'avocat en cabinet, il est beaucoup plus morcelé. C'est plusieurs tâches. Ça va être beaucoup de temps à conclure, et c'est voilà, à faire des conclusions, à étudier le dossier. Ça va être à recevoir des clients. Ça va être à travailler en commun avec les équipes pour déléguer des tâches, surveiller, corriger ce que d'autres vont avoir fait pour l'assurer. Ça va être pour l'associé, pas l'assuré. Ça va être de se déplacer pour aller à des audiences. Ça va être d'être en audience, à plaider. Parfois, ça prend beaucoup de temps, parfois un temps irrationnel, notamment pour ceux qui font du pénal et qui attendent beaucoup. Ça va être, il y a plein de choses. Donc c'est du rendez-vous client, c'est du contact client, c'est du travail de cabinet, c'est des déplacements en expertise, en audience. Ça va être de répondre à des mails, parce que voilà, de passer du temps au téléphone. C'est un travail qui est avec une valeur ajoutée variable, et aussi variable selon la spécialité de l'avocat, et qui est très morcelé avec des tâches très très multiples. Voilà. C'est comme ça que ça se caractérise. Donc, d'où le fait d'avoir une gestion absolument draconienne du temps, parce que de passer d'une tâche à l'autre, souvent, et ça on va y venir, c'est souvent une grosse perte de temps. Si vous ajoutez à ça, au-delà du travail lui-même, si vous ajoutez à cela les investissements à côté, ce qu'on appelle le non facturable, c'est-à-dire l'investissement dans des associations professionnelles, dans le conseil de l'ordre, dans le réseautage, qu'il soit traditionnel à hauteur des clubs d'entreprise ou autre, ou si on prend le temps à faire des RH et tout ça, avec une croissance de ce type de tâches assez chronophage, on a une journée de l'avocat qui est un puzzle. C'est clair. Surtout si on veut vivre derrière, profiter avec sa famille. Voilà. Si on veut profiter de sa famille, être un bon père, un bon mari, avoir 2-3 hobbies à côté pour faire un peu de sport, pour pas s'empâter trop. Exactement. Et pour peu qu'on s'intéresse un peu à la lecture ou à plein d'autres hobbies, oui, là il faut voilà. Sinon, on devient vite un peu frustré. C'est vrai, non, c'est clair. Est-ce que chez vous, ça existe la procrastination? En fait, c'est marrant parce que j'aime bien cette question, parce que je me dis, remettre les choses qu'on peut faire aujourd'hui, les remettre à demain, c'est vrai que c'est une pratique très humaine au final, surtout lorsqu'on appréhende de faire un certain nombre de choses. Et je me dis, dans la profession d'avocat, il y a pas mal de choses quand même qu'on appréhende à faire, ou qui sont en tout cas difficiles en termes d'exécution. Oui, moi je pense que la procrastination, c'est un véritable atavisme chez les avocats. C'est dommage, on y a tous recours. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était quand j'étais à la fac. J'avais un professeur qui dirigeait mon mémoire, et puis qui était, comme beaucoup de professeurs, arbitre à côté sur des questions, c'était en droit maritime, donc des questions assez pointues avec des litiges internationaux. Et il me dit, mais c'est incroyable, je fais des arbitrages, pourquoi est-ce que systématiquement les avocats remettent leur mémoire le dernier jour, la dernière heure du délai pour remettre du calendrier de procédure? Alors je savais pas, moi j'étais jamais dans un cabinet d'avocat à l'époque, donc voilà, mais ça m'était resté en tête. Et oui, mais pourquoi? Ça peut s'expliquer de différentes manières, probablement parce qu'il y a des habitudes qui sont installées. Notamment des habitudes, parce qu'il faut prendre notre part de responsabilité. C'est vrai qu'on dit, des fois, on a tendance à critiquer les juridictions, on dit oui, ça dure longtemps, les délais de procédure s'allongent, les dossiers sont envoyés au calendrier grec. Oui, mais si systématiquement les deux avocats des deux parties concluent sur injonction, c'est-à-dire après 2 ou 3 renvois, c'est-à-dire qu'en fait il y a un jeu de conclusion échangé tous les 6 mois, oui, forcément la procédure elle dure 2 ans, et c'est pas forcément la faute du magistrat ou du rythme de la juridiction. C'est un véritable atavisme. Moi et puis c'est surtout quelque chose qui pèse beaucoup sur les clients, qui comprennent pas pourquoi ça prend autant de temps. Alors quand on leur explique que c'est l'avocat adverse qui traîne, ça passe. Mais nous-mêmes, quand le client sait que c'est à nous de faire les choses, je pense que ça va beaucoup moins passer dans les prochaines années, d'expliquer que il faut qu'on conclue pour le 12 décembre, et donc on conclura le 11 décembre à 22h. Au-delà du fait qu'en plus, le confort tient au fait que le client pourrait avoir le
le projet de conclusion un petit peu avant, une quinzaine de jours avant, que ce soit un client particulier ou une entreprise ou une compagnie d'assurance avec des gestionnaires qui reçoivent beaucoup de conclusions. C'est un confort, ça enlève du stress à tout le monde, parce que cette histoire de procrastination, elle amène du stress. Moi, au Bien départ, sûr, mais si carrément. je parle de mon expérience, enfin, de mon expérience personnelle, moi je suis un traqueux, hein, je suis un anxieux au départ, mais je suis un D'accord. anxieux qui se soigne. C'est-à-dire On que dirait il y a un moment, absolument pas. eh ben pourtant si, mais complètement, mais je suis un anxieux qui se soigne et donc je me dis pour enlever l'anxiété, il faut avoir une organisation drastique pour éviter les coups de bourre, ou alors il doit y avoir des coups de bourre, parce qu'il doit forcément y en avoir toujours, faire en sorte qu'ils se succèdent pas et qu'ils s'amoncellent pas pour qu'on puisse gérer l'urgence au moment où elle survient, et que l'urgence ne s'amoncelle pas en plus de l'urgence qui existe déjà. Et finalement, ça apporte quand même beaucoup de sérénité, tout ça. Ouais, c'est clair. Quelles sont les activités qui prennent le plus de temps en fait dans la profession d'avocat? Les activités qui prennent le plus de temps, ça dépend, hein, ça dépend ce qu'on fait. Moi, je fais du contentieux essentiellement, donc ça va être beaucoup d'étudier les dossiers, de conclure, de relire, de faire des recherches, de voir la bonne jurisprudence qui va bien. Ce qui est un travail qu'on aime tous, hein, tous ceux qui font du contentieux, enfin tous ceux qui font du contentieux civil en tout cas, même pénal, parce qu'il y en a qui concluent beaucoup au pénal quand même sur certains contentieux. Donc là, il y a beaucoup de temps. Puis c'est du temps vraiment, si on le met à profit avec les bons outils, on a vraiment, il y a un sentiment d'accomplissement une fois qu'on a sorti le bon jeu de conclusion parfaitement, qu'on a étudié toutes les pièces. D'autant que c'est un temps on peut toujours passer plus de temps sur un dossier pour aller toujours encore plus en profondeur dans le dossier. La question est aussi de garder un temps raisonnable pour pas non plus facturer le client de manière trop importante, ou pour ne pas dépasser si l'honoraire a été conclu de manière forfaitaire, pour pas exploser le temps qui fera que le dossier sera plus rentable. D'où la faculté de bien maîtriser ses temps. Donc, mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps. Et moi, je suis assez surpris de voir, par exemple, en cette année 2020, où on a vécu un premier confinement. Le deuxième, les juridictions ne sont pas arrêtées trop de fonctionner. Mais pour le premier confinement, où grosso modo, pendant 2 mois, il y a eu à peu près aucune activité judiciaire, on peut le dire, hein, et où j'ai des confrères qui m'expliquaient qu'au mois de juin, qu'ils étaient à la bourre et qu'ils allaient conclure encore sur injonction. Pour le coup, pendant 2 mois, on a quand même eu le temps de conclure. C'est clair. On avait le stock de dossiers, il était là, quoi. Non, mais le stress du confinement. Oui, ça devait être ça. Moi, j'ai passé le stress du confinement, je suis passé les nerfs sur les dossiers que j'avais à conclure. Non, mais c'est pas. Après, voilà, moi, je suis pas de là à donner des leçons à qui que ce soit. C'est vrai que c'est parfois très compliqué de se discipliner, mais je pense que en se disciplinant un peu, on trouve beaucoup d'accomplissement à réussir à se dire voilà, ça y est, là, un mois, j'ai à peu près tout conclu. Et c'est pas impossible. Et je pense qu'on peut s'élever en faux contre le réflexe qui serait de certains peut-être qui écoutent ce podcast, qui serait de dire ouais non mais bon, pour certaines activités mais pas pour moi, pas pour ce que je fais moi. Non, ça c'est l'excuse facile, je pense. Ouais, je suis d'accord, entièrement d'accord. Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité à ton avis? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans le droit? Alors, Tim Ferriss, moi, c'est un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Je l'ai abordé au départ avec un peu de circonspection. J'avais entendu parler de ce bouquin-là. Je m'étais dit, comme beaucoup, c'est pas pour moi, parce que toujours ce même travers, mais appliqué entre l'avocat et l'entrepreneur numérique, parce que Tim Ferriss, il parle souvent d'économie numérique et il applique son modèle beaucoup à des entreprises digitales. Bon, c'est de dire à la semaine de 4 heures, le jour où j'y arriverai, ça veut dire que je facturerai au mieux 4 heures par semaine. Autant vous dire que je vais pas gagner grand-chose. Bon, en réalité, c'est pas ça. Il faut prendre le bouquin de manière avec beaucoup plus de distance que ça. Tim Ferriss, effectivement, il vous explique, et ça, le bouquin a été écrit il y a plus de 10 ans maintenant. Il vous explique au départ comment lui, il avait une entreprise, mais il fabriquait des poudres de protéines pour les sportifs. Donc une activité où en fait on a différents fournisseurs. Vous avez des gens qui fournissent le packaging, des gens qui fournissent les produits. Vous faites votre formule. Vous n'avez pas vos usines, vous les faites faire en fonction des formules que vous voulez appliquer. Et puis après, donc en fait, il avait tout outsourcé. Il s'est dit voilà, plutôt que de travailler
14 heures par jour sur mon entreprise, je vais tout outsourcer, je vais tout rationaliser complètement, c'est-à-dire je vais me poser plein de questions autour de qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui est pas rentable, je vais chanter tout ce qui est pas rentable, je vais faire minimaliste, complètement externalisé, déléguer au maximum, quitte à faire certains choix, à accepter que ce soit pas parfait, et pour le coup, je vais réduire de manière drastique les actions que moi j'ai sur mon entreprise. L'idée, c'est de posséder une entreprise, mais pas de la diriger. Et à côté de ça, de se dégager plein de temps. Il est parti, il explique comment il est parti à Londres en ayant quitté son entreprise, et il s'est réveillé un lundi matin, et en se disant mais théoriquement j'ai plus rien à faire. Comment je vais occuper mon temps alors que ça fait pendant des années que je bosse 7 jours sur 7. Voilà. Donc, il a tout rationalisé. Bon, évidemment, c'est le cas complètement extrême. C'est appliqué au secteur de la technologie. Ça s'applique certainement pas entièrement à un cabinet d'avocats. Mais par contre, il y a quand même dans ces choses-là et dans tout le mouvement qui a suivi ce bouquin-là, plein de choses extrêmement intéressantes de réflexion autour de la façon dont on va réfléchir le modèle du cabinet d'avocats. Arrêter de faire des choses et de les refaire et de les refaire et de les refaire 15 fois au prétexte qu'on va pas prendre le temps d'appuyer sur pause et de se dire voilà comment est-ce que je pourrais faire de façon plus intelligente en gagnant du temps, voilà, d'arriver à établir des vraies priorités et au final de changer un peu la façon de produire, de découper, parce que Tim Ferriss aujourd'hui sa spécialité c'est aussi de déconstruire les habitudes de gens qui dans différents domaines réussissent. Il y a un podcast qui est un des plus écoutés au monde, et il interviewe qui des sportifs célèbres, qui des entrepreneurs dans la tech ou des artistes ou des écrivains voilà, et pour essayer de dire voilà comment est-ce que quelles sont vos recettes de succès, comment est-ce que vous avez réussi à émerger par rapport à vos concurrents, à maintenir votre équilibre de vie aussi, à vous épanouir dans ce que vous faites. Et l'idée, c'est ça, c'est de déconstruire, c'est de prendre le cabinet, ou à l'échelle du cabinet, ou ne serait-ce que de l'activité d'un associé, de dire voilà, comment est-ce que je déconstruis, comment est-ce que je peux mettre de l'huile dans les rouages, m'aider avec de la tech, éventuellement avec des services supports, quel service il faut que j'adopte pour pouvoir apporter une valeur ajoutée supplémentaire, aller plus vite, mieux délivrer, et tant qu'à faire éventuellement, et peut-être y passer un peu moins de temps aussi. Ce que j'ai bien aimé moi quand j'ai lu le livre, je me rappelle à l'époque, c'était que il y avait ce parallèle qui était incroyable avec le lean, la pratique du lean tout simplement. Et c'est vrai que ne serait-ce que quand on voit vraiment la philosophie du lean, comment elle s'est mise en place, ainsi de suite, avec Womack, tout ce qu'il disait, tout ça, c'est vrai que c'est assez fou. Mais Tim Ferriss, en gros, c'est un peu ça aussi l'idée, quoi, mais de l'appliquer dans notre quotidien en live, quoi. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant. En tout cas, dans la réflexion, dans la mise en œuvre, je trouve que c'est un exercice très, très, très intéressant à faire. Donc, oui, y compris dans l'idée de créer du récurrent, pourquoi pas, dans certaines prestations standardisées de cabinet. On peut, mais l'avantage de Tim Ferriss, c'est que le modèle peut s'appliquer à plein de choses, donc pas que à des cabinets d'avocats, et loin de là, c'est forcément pas même la cible prioritaire, mais ça peut aussi s'appliquer aux cabinets d'avocats et à différentes facettes du métier. Chacun peut y trouver son compte. Ouais. Ça m'a fait penser aussi, et je voulais aussi qu'on en touche un mot, au 80-20 de Richard Koch, qui fait le fameux Pareto. Et c'est vrai et ça a aussi fait écho avec le Mindfulness de Richard Susskind. Et du coup, c'est l'idée de comment apporter de la valeur avec peu, quoi. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Oui, 80-20, typiquement, c'est quelque chose que Ferriss illustre très bien dans son bouquin et qu'on peut tout à fait appliquer à un cabinet d'avocats. C'est de se dire, Ferriss, à un moment, il s'est dit, voilà, je prends tous mes clients, quels sont ceux qui me rapportent 80% de mon chiffre d'affaires pour 20% de mon temps, et quels sont ceux qui me prennent 80% de mon temps et qui me rapportent que 20% de chiffre d'affaires. Et donc, et si je garde ceux qui me prennent 20% de temps et qui me rapportent 80% de chiffre d'affaires, je vais faire l'activité, je vais m'amputer de 20% de chiffre d'affaires, mais par contre, je vais gagner 80% de mon temps. Bon, alors évidemment, c'est pas aussi radical que ça. Ça paraît un peu drastique comme démarche, mais parfois,
notamment dans le positionnement d'un cabinet d'avocat, on peut se poser la question de savoir, voilà, est-ce que je prends tous les dossiers qui arrivent? Mmh. Parce que j'ai une angoisse de pas avoir de dossier. Alors même ce que je sais pas trop bien faire, je vais le prendre parce qu'on sait jamais, des fois qu'il y aurait moins de dossiers. Mais alors, oui, mais alors du coup, j'ai pris tel dossier, je sais pas trop faire, j'y passe du temps, c'est pas rentable. Mmh. Et puis à côté, bah, j'ai d'autres opportunités qui arrivent, mais comme j'ai accepté ce dossier-là, où je passe du temps alors que je sais pas faire, mais pour autant, je vais pas pouvoir non plus facturer n'importe quoi, Mmh. c'est pas rentable. Donc, il y a un vrai choix à faire, être capable de se poser, de se dire, voilà, aujourd'hui, où est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je veux faire, quelles sont mes appétences aussi, où est-ce que je vais trouver mes clients, où est-ce que finalement certains de mes clients pourraient ne pas être servis dans ce que je vais leur apporter, Mmh. et peut-être les inviter, voilà, ne pas prendre de nouveaux dossiers dans cette catégorie-là, vraiment d'essayer de choisir sa voie et d'appliquer ce phénomène-là. Mais tu sais, en plus, c'est tellement vrai ce que tu dis, ça je me dis que moi, aujourd'hui, si j'avais vraiment un c'est même pas un conseil, mais en tout cas, parce que moi je le remarque, hein, au-delà de ça, je veux dire, je vois des avocats avec qui je discute de temps en temps. Quand je leur pose la question, ils me regardent avec des grands yeux, je leur dis: «Mais est-ce que vous vous arrêtez, vous travaillez, pendant une année sur effectivement, vous avez vos clients, vous avez votre routine, tout ça. Est-ce que l'année suivante, vous vous arrêtez un instant pour voir ce qui a fonctionné l'année dernière ou pas? Et sur quel type de dossier finalement vous gagnez le plus d'argent, tu vois? Mmh. C'est se Ouais. poser un instant et regarder le rétroviseur et se demander dans tout ce qu'on a fait finalement, qu'est-ce qui rapporte le plus? Parce qu'au final, c'est de la donnée en fait, tu vois? Oui. Et ce qui permet en réalité de pouvoir mieux se développer, mieux articuler sa valeur, du coup, mieux l'orienter et Mmh. proposer quelque chose de beaucoup plus efficace, même d'un point de vue business développement, tout simplement. Oui, ça rejoint complètement le marketing, en Mmh. fait, notamment en province. Moi, pour un marché que je connais bien, Mmh. on n'est peut-être pas complètement sorti de la territorialité, du cabinet d'avocats, Mmh. où finalement, bon, il y avait avant la postulation, donc il y avait des girons territoriaux où grosso modo, en fait, on était avocat à tel barreau et on pouvait ratisser territorialement, tout ce qui était dans aux alentours de ce barreau. Mmh. Bon, alors on pouvait ponctuellement aller autre part, parce qu'on avait telle ou telle chose, mais aujourd'hui, ce sont des notions qui sont beaucoup plus ténues. Déjà, Mmh. la postulation, il en reste assez peu de choses, ou alors vraiment que des petits domaines comme la saisie immobilière. Aujourd'hui, on peut postuler devant tous les tribunaux de commerce, hein, Mmh. depuis peu. Il n'y a plus besoin forcément de correspondants qui alourdissent les frais pour le client. Mmh. Et puis surtout, les moyens de communication permettent, qu'on soit à Saint-Brieuc, à La Baule, à Grenoble, à Paris ou à Strasbourg, Oui. si je décide de me spécialiser dans telle branche, d'aller parler à tel type de client parce que tel point de droit je le maîtrise, j'ai une décision de référence, j'ai une aura particulière parce que je connais le secteur industriel, voilà, eh bien je vais très très bien pouvoir aller chercher mes clients. Et mes clients, finalement, ils se fichent de l'endroit où je suis, Mmh. dès lors qu'ils ont un avocat qui connaît le point de droit qui va leur poser souci, ou qui connaît très bien l'activité qui les concerne. Ça renvoie aux travaux de Seth Godin, j'en Ah parle oui, dans un autre des cours, oui. mais sur This is Marketing, Mmh mh. c'est-à-dire en fait le marketing moderne, qui est l'idée d'avoir des communautés mondiales Mmh. et d'arriver à trouver la petite partie qui va être votre audience en fonction de ce que vous voulez raconter, Mmh. et qui va largement vous suffire pour pouvoir avoir suffisamment de clients, mais en ciblant, de manière très 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 précise, beaucoup plus qu'on ne pouvait le faire avant les réseaux sociaux. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. On arrive à la partie très concrète, la partie Ouais. du podcast effectivement où l'idée c'est vraiment de donner des points, 5 points, 5 practices que voilà que nos auditeurs peuvent écouter et mettre tout de suite en application et que ça marche. Donc du Ouais. coup je te donne le cas pratique, c'est je suis un avocat, voilà. Mmh. Je n'en peux plus là. Aujourd'hui, j'ai mes clients qui me harcèlent, c'est juste pas possible. J'ai l'impression de travailler mes dossiers H24, j'ai pas de loisirs, je suis toujours à la bourre. Bref, niveau gestion du temps, c'est la cata. Euh, Quelles sont 5 étapes que tu pourrais me recommander tout de suite à mettre en œuvre pour que justement je puisse reprendre la main sur mon temps?
Ok, bon, bah déjà, ça va bien aller. Commence par respirer. Respire un grand coup. Ça va bien aller. Tu verras, on y reviendra. On y reviendra. Ok. La première étape. La Ouais. première, moi, s'il y a 5 trucs et astuces en matière de gestion du temps, les premiers qu'on peut mettre en œuvre dès lundi quand on revient au bureau, Mhm. si on écoute ce podcast le week-end, Oui. ou dès demain, Mhm. c'est la première chose, c'est bloquer les interruptions. On le dit encore, ça devient vraiment un lieu commun, mais on est dans l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'on est constamment entouré d'une infobésité de toutes sortes, professionnelles, personnelles, avec des réseaux sociaux, des smartphones qui sonnent à tout bout de champ, Mhm. des trucs qui s'ouvrent sur l'ordinateur et qui sont là pour capter votre attention, parce que finalement, c'est celle-là, c'est ce que dit Bill Gates, je crois, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit, Exactement. votre attention est revendue derrière. Mhm. Donc, si vous voulez avoir du temps pour vous, bloquez toutes ces interruptions. Ça veut dire très concrètement quoi? Ça veut dire que ma boîte de réception Outlook, elle est par défaut en mode hors connexion, sauf au moment où je sais que je dois la relever, mais sinon il n'y a pas de message qui entre et encore moins de petites fenêtres qui arrivent et qui me dit tiens t'as un nouveau mail, t'as un machin qui t'écrit, certainement pas. Sinon je suis à peu près sûr que je vais perdre ma concentration pendant 5 minutes et que je vais lever la feuille, les yeux de la feuille sur laquelle ils étaient. Tu vois, je t'avais dit je t'avais dit que j'allais apprendre quelque chose là. Du coup, je suis en train de regarder mon Outlook. Il faut que je le mette en offline parce que je reçois des mails Voilà, là. voilà, exactement. Et alors ensuite, si tu veux aller encore plus loin, tu prends sur ton smartphone une application de blocage des réseaux sociaux. Alors là, il y a une vraie question d'addiction, hein. Mhm. C'est-à-dire que tu fais ça au début. Moi, j'ai fait ça, mais vraiment. Alors ça, c'est l'une des dernières choses que j'ai mis en place, mais une des plus efficaces. Mhm. Il y a quelques mois. Application de blocage, en fait, de 8h30 le matin jusqu'à 11h30, et puis de 13h30 jusqu'à 17h30, je ne peux pas, même si inconsciemment, par réflexe, hop, je vais ouvrir LinkedIn, je vais ouvrir Twitter, machin, parce que j'ai envie de me distraire, Mhm. eh bien, c'est bloqué. On me dit non, non, désolé, reviens plus tard, ça marche pas, c'est bloqué. Et pour te dire, Excellent. alors les 2 premières semaines, c'est compliqué parce que ça, Bah oui. 10 fois la journée, tu vas vouloir le faire. Elle dit non, non, va faire autre chose, trouve un truc à faire, il y a un truc plus intéressant à faire. Tu peux donner le nom de Et, l'appli, comme ça tout le monde va prendre note. Hein. alors, c'est AppBlock que j'utilise, la version gratuite de AppBlock. Ok. Ça coûte rien. Mhm. Il y en a plein qui font ça. Moi, j'ai trouvé celle-là qui marche bien. Mhm. Et pour tout te dire, moi, j'ai utilisé ça. Les 15 premiers jours, ça a été compliqué. Après, j'y ai vraiment trouvé un bénéfice. Et au bout d'un mois, j'ai même étendu cette configuration-là au samedi et au dimanche. Excellent. Et en fait, ça se passe très très bien. Et je lis beaucoup plus de bouquins depuis. Excellent. C'est vraiment. Je devrais m'y mettre aussi. Ah bah Excellent. ouais. Et voilà. Et la 3 pour bloquer les interruptions, le troisième truc, c'est bloquer les notifications sur PC. Et de manière générale, bloquer les notifications à peu près sur tous les devices que vous utilisez. Mhm. Allez chercher l'information quand c'est le temps, quand vous avez décidé que vous allez chercher l'information que les autres mettent sur votre to-do list, c'est-à-dire toutes les infos qu'on vous rentre. Après, c'est à vous de définir le rythme. Celui qui gère un service de télémarketing ou de réclamation service client, évidemment, son mail, il faut qu'il puisse y répondre, le mail qu'il reçoit dans la demi-heure. Mhm. C'est beaucoup moins le cas de l'avocat pour la plupart des mails qu'on reçoit. Hein. Voilà. Deuxième tips, regrouper les tâches par catégorie. C'est Tim Ferriss qui dit ça. Il dit voilà, entre vous voulez laver votre t-shirt, soit tous les soirs vous avez un t-shirt sale, donc tous les soirs vous le mettez dans la machine, vous mettez la bonne dose de lessive, vous mettez le baril de lessive, vous versez la bonne dose, vous mettez la dose dans le baril, vous choisissez le programme, vous lancez, vous attendez 2 heures, ensuite vous enlevez le t-shirt, vous allez l'étendre. Soit vous faites exactement le même process, mais vous attendez de le faire, d'avoir épuisé toute votre pile de t-shirts et vous le faites en une fois. Et en fait, le même process de mettre la lessive, de mettre le t-shirt dans le truc, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 10, ça vous prend, parce que le temps de mise en place de l'activité est très important. Appliqué à l'avocat, qui peut laver ses t-shirts le week-end, mais qui ne fait pas forcément ça la semaine, ça peut être de regrouper les tâches, par exemple le téléphone. Ça veut dire que quand je dois rappeler certaines personnes, quand je sais que j'ai des coups de fil à passer, j'ai une liste dédiée au téléphone. Et quand je me mets en mode téléphone, les commerciaux savent ça très bien aussi. Voilà, je vais passer les 5-10 coups de fil que je vais faire. Pourquoi ? Parce que par exemple, voilà, je m'enferme, je me mets dans un mode pour ça. Je sais que je suis en voiture, donc j'ai un kit main libre qui va bien, et que plutôt que d'écouter des bêtises à la radio qui vont tourner en boucle, je vais peut-être plutôt passer 4 ou 5 coups de fil que j'aurais pas à passer ensuite au bureau. Enfin voilà, pouvoir avoir accès à la
catégorisation des tâches. Pareil, se bloquer des temps pour conclure, hein, des tâches des temps où on est complètement isolé parce qu'on a bloqué les notifications. Catégoriser les différents types de tâches qu'on a. Par exemple, entre les tâches qu'on va faire qui n'ont pas de deadline, mais qui sont à faire dès que possible finalement, hein, des sortes de tickets un peu comme on les rencontre dans les cuisines. C'est comme ça que fonctionnent les restaurants. Ou alors une autre liste avec des choses avec des deadlines. On en parlait tout à l'heure. Parce que les conclusions, il faut que je puisse avoir une vision de toutes les tâches que j'ai à faire, mais avec la deadline qui va bien pour pouvoir voir quelles sont les plus prioritaires. Donc, catégorier et regrouper les choses. Un coup, je fais du mail pendant une demi-heure, mais je fais que ça pendant une demi-heure. Après, je vais faire 1 heure de téléphone, mais je vais descendre toute ma liste de téléphone et ensuite, je vais aller beaucoup plus vite si je regroupe les tâches. Voilà. Et aussi regrouper les tâches peut-être non productives. Moi, j'ai une journée qui est le lundi où je me fais toutes les tâches non facturables. C'est-à-dire que je facture quasiment aucune heure le lundi. Par contre, je fais toutes les alertes qui sortent sur le logiciel, elles sont programmées le lundi pour vérifier que monsieur machin m'a bien envoyé telle pièce, vérifier que j'ai bien eu la date de renvoi dans tel dossier ou que le correspondant m'a bien répondu. Facturer aussi, moi je facture que le lundi. Je fais les factures le lundi. C'est le lundi aussi que je cale toutes les réunions internes au cabinet. Réunion d'équipe, réunion d'agenda, réunion d'associés. On met toutes ces petites chronophages que je vais aussi accomplir par tâche, par catégorie, mais que je vais regrouper parce que je sais que ce sont des tâches où je vais être obligé de très rapidement sauter d'un dossier à l'autre. Ça va être très très court, mais je vais sauter d'un dossier à l'autre et c'est une gymnastique de l'esprit qui n'est pas du tout la même que de se plonger pendant 4 heures où idéalement j'aimerais pouvoir avoir 4 heures ininterrompues sur le même dossier. Donc, et ça je vais pouvoir le faire tous les autres jours de la semaine, je vais pouvoir le faire parce que je concentre sur une journée toutes les tâches un peu où le cerveau passe d'une fonction à l'autre, d'une chose à l'autre. Effectivement. Donc ça c'est très important. Donc ça, troisième ensuite. Troisième, tenez des listes. Alors on en a déjà parlé, ça recoupe un peu ce qu'on a dit au deuxième, mais tenez des listes, sachez lister par catégorie, les fameuses to-do lists. Mais n'ayez pas, alors pareil, les to-do lists, c'est un art. Ça veut dire que vous avez des listes, vous allez les faire par catégorie de tâches, donc des listes de téléphone, des listes de choses à faire, des listes par catégorie de tâches selon qu'il y a une deadline ou pas de deadline, éventuellement des listes urgentes, mais ne multipliez pas trop les listes parce que plus vous en aurez, plus vous allez vous y perdre, et utilisez des outils tant qu'à faire digitaux où vos listes, vous les aurez sous la main tout le temps. Et puis, il y a aussi des listes qui doivent être partagées éventuellement, pas forcément toutes, il y a des listes qui vous sont propres, et d'autres qui doivent être partagées, qui permettront de répartir le travail pour ceux qui travaillent en équipe, donc essentiellement des gens qui ont des collaborateurs, pour les avocats, ou pour les juristes d'entreprise ou autres, pour qui sont chefs d'équipe, de savoir précisément quelle tâche est assignée auquel. Alors là, il y a plein d'outils, des Trello, des machins, j'ai pas ça en tête, mais ça c'est important. Donc tenez des listes, mettez-les à jour. Le fait de pouvoir avoir, ça c'est pareil, c'est pas Tim Ferriss, mais c'est GTD, c'est Getting Things Done. L'idée, c'est de sortir de son cerveau tout ce qui vous tourne en back office derrière, qui vous trotte dans la tête et qui vous revient tout le temps. Si vous le couchez sur le papier, que vous avez un système fiable pour vous en rappeler au bon moment, eh ben vous n'aurez pas à y réfléchir et vous pourrez vous concentrer à 100% sur ce que vous êtes en train de faire au moment où vous êtes en train de le faire. Et ça, c'est donc les listes, c'est évidemment le cœur du réacteur. Très important. Quatrième astuce, faites un système simple. Dans ce système-là, avec des listes, avec des tâches regroupées, avec des agendas, faites des choses extrêmement routinières. La routine, alors c'est très à la mode en matière de développement personnel, on dit les routines, mais c'est quoi la routine ? La routine, au départ, c'était quelque chose qui était vu de manière extrêmement négative. On s'installe dans la routine. La routine pour un couple, c'est terrible. Oui et non, parce que la routine permet finalement de ne pas avoir à se reposer 10 fois les mêmes questions, et une fois qu'on a décidé qu'on allait faire cette chose-là était importante à faire, ce qui veut dire que tout n'est pas important à faire. Il y a des choses qu'on a décidé de faire et d'autres qu'on a décidé de pas faire. Donc apprendre à savoir dire non. Mais une fois qu'on a décidé qu'il fallait faire ça, on détermine un ordre dans lequel on va les faire et on va essayer de répéter ça tout le temps pour ne pas avoir à redéfinir cet ordre tout le temps.
Donc, Mhm. ça suppose d'avoir des routines qui soient simples. Moi, je prends certaines choses, par exemple cette histoire du lundi où Mhm. je regroupe toutes les tâches non facturables. Cette histoire, l'idée que mes matinées ensuite des autres jours de la semaine, je vais essayer de les consacrer à des travaux de concentration pure, parce que tout simplement les audiences en général c'est l'après-midi souvent. Donc, je vais regrouper les audiences et les rendez-vous que j'ai l'après-midi. Je vais essayer dans D'accord. la mesure du possible de ne pas en avoir le matin. Mhm. Donc je vais sanctuariser un peu mes matinées. Voilà. Et puis essayer de ne pas utiliser dans votre système trop d'outils. Ne Mhm. pas avoir trop de choses, parce que finalement un outil, il faut du temps pour se l'approprier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix des technologies, Mhm. et que mieux vaut connaître un outil, avoir un outil le plus universel possible, bien le customiser, le faire à sa patte. Et il y en a beaucoup, notamment des outils de prise de notes ou des outils de gestion de cabinet d'avocats. Mhm. Mais concentrez-vous sur quelques outils, des outils éventuellement qui dialoguent les uns avec les autres, avec votre messagerie qui dialogue avec votre liste de tâches. Ça peut être pas mal, parce qu'un email peut vite se transformer en ticket pour une liste de tâches. C'est- Mais voilà. Et puis faites un système, créez votre système, mais faites un système pas trop rigide et qui a vocation à évoluer. C'est-à-dire révisez-le de temps en temps pour vous dire, bon, finalement, ça, j'ai essayé de le faire, ça m'apporte pas grand-chose, ou ça, j'essaye de le faire, mais alors, j'arrive pas du tout à m'y tenir. Voilà, moi, c'est pareil, hein, ma routine, c'est sur l'histoire des interruptions. Mhm. En fait, c'est 11h30, je mets le nez dans ma boîte mail, mais pas avant. Mhm. Et pareil, l'après-midi à 17h30, c'est-à-dire que je relève et je traite mes mails une fois par jour. Par Mhm. contre, à 11h30, j'ai un truc qui vibre sur ma montre, et à 17h30 également. Je sais qu'à ce moment-là, mes réseaux sociaux vont s'ouvrir sur mon téléphone, que je vais pouvoir activer ma boîte Outlook et que je vais recevoir tous les mails. Mhm. Et par contre, quand je vais me plonger sur les mails, je vais tous les passer en revue et je vais, dans la mesure du possible, c'est un idéal à atteindre, hein, mais tous les traiter. De telle manière qu'une fois que j'aurai passé une demi-heure ou 40 minutes à faire mes mails à 11h30 et à 17h30, Mhm. ils seront tous traités, parce que je sais, mon système est bien organisé, je sais exactement dans quel silo le mettre. Soit je fais le truc immédiatement, soit je le mets dans une liste de tâches parce que ça correspond à une tâche, avec ou sans deadline, soit je l'archive, soit je le délègue à quelqu'un, avec quelqu'un de mon équipe. Mhm. Voilà. Donc ça, donc en systématisant et en regroupant et en ayant un système routinier mais simple et souple, on peut vraiment gagner beaucoup de temps. Ça Excellent. paraît psychorigide, hein, mais finalement, c'est un bon moyen de se libérer beaucoup de temps et de récupérer de la liberté. Ben, je pense Ce que qui est c'est vraiment ça. Ça peut être difficile tout de suite de mettre en œuvre, mais je pense que c'est ce qu'il faut. De toutes les façons, si on a envie exactement. de changer, on est obligé à un moment donné de s'imposer un certain nombre de règles pour que justement on arrive à changer, parce que sinon on changera pas en fait. Et oui, et puis faut pas tout le faire d'un coup, hein. Moi, Oui. le système que je vous décris un petit peu de manière assez rapide et parcellaire, c'est un système que j'ai mis plusieurs années à créer au final, hein. Mhm. Ouais, Un autre donc élément, voilà. c'est que ça veut dire que ça prend du temps, effectivement. Et oui, Oui, ça oui. prend, ouais, ça prend du temps, et Mm. ça prend du temps, mais c'est du temps, c'est pas du temps perdu, c'est du Bien temps de sûr, gagner pour la suite bien après. sûr, bien Et puis sûr. le dernier tip, c'est Oui. Numéro quelque chose 5. qui est très important, Mhm. numéro 5, automatiser le plus de choses possible. Ça veut pas dire de désacraliser mon métier, ça veut dire d'accepter que dans mon métier, eh bien, il y a un certain nombre de fois où je vais pas être obligé de composer avec ma plume chaque courrier différemment, parce que souvent, j'écris souvent la même chose. Un courrier qui informe d'une date de renvoi, en général, il s'écrit toujours de la même manière, sauf ou un courrier qui envoie une décision, hormis la partie où vraiment on fait l'analyse de la décision, Mhm. eh bien, il y a un certain nombre de choses qui sont récurrentes dans ce courrier. Il faut systématiquement que je dise au client, voilà la décision, voilà, il y a un recours, c'est tel type de recours, le point de départ c'est ça, le point d'arrivée c'est tant, Mhm. donc pensez à m'adresser la signification dès qu'elle sera parvenue. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont récurrentes. Donc, toujours la même chose que ce qu'on disait quand on parlait de Tim Ferriss, Mhm. déconstruisez votre activité et dites-vous, mais en fait, ce courrier-là, j'ai peut-être pas besoin de le redicter à ma secrétaire qui va le retaper à chaque fois, ou de le retaper moi-même, ou Mhm. de re-réfléchir à sa formulation à chaque fois que je vais le dicter dans mon système de reconnaissance vocale, si j'ai pas d'assistante et Mhm. que je tape pas. Mais peut-être que j'ai besoin d'y penser une bonne fois, d'y prendre du temps pour dire, voilà, dans ce type de courrier ou dans un accusé-réception de dossier, qu'est-ce que dans le premier mail je veux mettre à mon client, la référence du dossier, le remerciement pour nous avoir adressé le nouveau dossier, Mhm. les prochaines échéances, le fait que d'être assuré parce on l'informera, mais voilà, enfin, le fait que je vais lui joindre une convention d'honoraires et une provision, et Mhm. que je vais quand même devoir attendre que la provision soit réglée avant de faire les choses, sauf si elles sont très urgentes, mais un certain nombre de choses.
et d'arriver à se faire les formules et après à utiliser la technologie pour faire des fusions, des choses qui sont préformatées. Il y a plein d'outils. Des raccourcis, plus ou moins élaborés, mais ne serait-ce que des raccourcis clavier, où quand j'écris cher et que je commence par C, ensuite le mot suivant, ça va mettre le fameux cher confrère, virgule, et à la fin votre bien dévoué, virgule, et ma signature. Ouais. Parce que sinon, on l'écrit 40 fois par jour. Alors qu'en fait, là où il faut se concentrer, c'est sur ce qu'il y a entre cher confrère et votre bien dévoué. Voilà. Non, c'est tellement vrai. J'ai appris quelque chose il n'y a pas aussi longtemps, là, que en fait, on utilise tous Outlook et apparemment, on n'utilise que 20%, voire 30% pour ceux qui sont très doués des capacités d'Outlook aujourd'hui. Tu vois, donc, ce qui veut dire qu'il y a un vrai sujet quand même, mine de rien, de maîtrise des outils parce que en termes de productivité, si on faisait l'effort de travailler justement, en tout cas de les pratiquer, d'essayer de monter en compétence sur ces outils, on gagnerait énormément de temps en fait. Oui, exactement. Et voilà, l'idée c'est de créer des protocoles, d'essayer de standardiser un petit peu. Mais qui dit standard dit qualité. Hein, on parle aussi de standard de qualité. De standardiser un peu la production pour se dire voilà, moi j'ai identifié à un moment un week-end, je sais pas les 10 courriers que j'écrivais le plus souvent. Et je me suis fait des mails préformatés où maintenant je pars de cette base-là. Alors c'est une base brute. Après je la retravaille. Évidemment, je customise chaque courrier parce que je vais vouloir informer le client sur ce qu'il y a dans les conclusions adverses que je lui transmets ou quand je vais nécessairement porter une appréciation sur une décision que je transmets à mon client. Ça peut pas être un mail 100% automatisé, mais par contre, il y a une partie qui peut être automatisée, qui a tendance à l'être, et qui vous permettra en plus de réduire la probabilité d'oublier certains éléments qui sont récurrents et que si je le fais trop vite ou que je me concentre sur la spécificité du dossier, je vais oublier alors que ce sont des éléments récurrents qui doivent être dans le courrier. Voilà. Excellent. Donc c'est aussi une histoire de qualité. Voilà. Excellent. Et puis ça, c'était le cinquième tips. Le 5e tips, oui. Et il y a un cadeau bonus parce que je te disais au début, je te disais que tu me disais que tu étais stressé, que tu étais paniqué, je te disais respire, respire. Bah oui, parce que là, alors on est moins dans le pratique, mais par contre c'est une quête très importante. On parlait de cette société des interruptions quotidiennes et tout le temps. Il y a un vrai déficit d'attention pour les prochaines générations, pour nos enfants, c'est encore probablement plus crucial, un vrai sujet. C'est travailler votre concentration. La capacité de concentration et à rester concentré est quelque chose qu'on perd aujourd'hui beaucoup. Il y a des vraies études de gens complètement compétents là-dessus, beaucoup plus que moi, mais travailler votre concentration, ça peut être plein de choses, ça peut être capacité à décrocher, à bien dormir, à pratiquer la méditation qui vous permet d'arriver à augmenter vos facultés de concentration. C'est essentiel parce que quand on parle de la concentration, c'est la qualité du temps que vous passez, de focalisation. Quand vous passez 1 heure sur un dossier, selon que vous passez 1 heure sur un dossier en étant distrait par 20 choses qui vont vous perturber, ou en étant parfaitement concentré pendant 1 heure à fond absorbé dans cette espèce d'état où on ne se rend plus compte du temps qui passe, qu'on appelle, alors il y a plein de mots qui viennent de différentes cultures, le samadhi, ou voilà, il y a plein de mots, mais ça veut dire que différentes cultures, et notamment orientales, ont identifié ce moment de flux, on appelle ça le flux aussi, ce moment où on ne voit plus le temps passer parce qu'on est complètement absorbé dans une tâche. Ben là, on est complètement dans la concentration. Et ça, aujourd'hui, la capacité à être absorbé longtemps dans une tâche, on a tendance à la perdre parce qu'encore une fois, il y a plein de choses extérieures qui viennent essayer d'éroder ça. Donc, si on travaille notre capacité de concentration, on va améliorer notre qualité de vie et peut-être aussi la qualité de notre travail. Excellent. Merci Benjamin pour la précision. On arrive à la dernière question du podcast. Au choix, donc je voulais te poser une question effectivement relative au cabinet d'avocats, direction juridique, accès au droit, formation, justice. Quel est le sujet qui te plairait là tout de suite? La question de l'accès au droit et du contentieux, moi, me plaît bien parce que c'est une question qui est au cœur de mes préoccupations. La justice, le fonctionnement de la justice. Alors, comment tu la vois dans 10 ans? Surtout en France. Alors surtout en France, ça tient notamment au projet là dont je m'occupe beaucoup chez Eurojuris. J'ai quitté beaucoup de fonctions chez Eurojuris pour me concentrer sur le projet de plateforme d'arbitrage et de médiation en ligne madecision.com. C'est la question du contentieux, l'avenir du contentieux, qu'il soit public, c'est-à-dire devant les juridictions
étatique Mhm. ou privatisée. Moi, je pense que si j'ai une projection à faire, une certaine part du contentieux pourra être à l'avenir déléguée à des acteurs privés, Mhm. notamment par l'intermédiaire des modes alternatifs de résolution des litiges ou d'un mode de justice aussi, qui est Mhm. l'arbitrage, qui est une justice où on tranche en droit, Mhm. mais une justice privée. Pourquoi ? Parce qu'on a un système public de la justice qui a beaucoup de choses à faire déjà, Mhm. qui doit définir ses priorités. Hein, c'est comme avec Tim Ferriss, Mhm. choisir vers quoi il doit se concentrer, notamment certains domaines qui sont notamment le pénitentiaire, l'état civil, qui sont en plus des choses qui sont pas difficiles. Enfin, le familial peut être sujet à la médiation. Mhm. Par contre, on va pas divorcer des gens avec de l'arbitrage. On va peut-être liquider des régimes matrimoniaux avec de l'arbitrage, mais on va pas prononcer voilà, on est sur du régalien. Donc tout ce qui est régalien ne peut pas être délégué, mais par contre, peut-être qu'on peut soulager le système public de la justice dont on sait qu'il est extrêmement éprouvé Mhm. et dont on sait qu'il manque de moyens humains, de moyens financiers, alors que les magistrats, les greffiers produisent un travail considérable. Mhm. On peut peut-être rééquilibrer ça et privatiser une partie du contentieux, notamment le contentieux privé Mhm. ou le contentieux d'affaires. Voilà, donc ça, je pense que c'est une projection qui peut être raisonnable et je pense qu'on est suivi là-dedans par les pouvoirs publics puisque on nous annonce dans quelques semaines, au moment où on enregistre ce podcast, Mhm. une norme de certification des plateformes de résolution en ligne des litiges, en ligne. Excellent. Donc voilà. Donc moi je pense que c'est ça la projection et je pense que eu égard à ça, à la multiplication des panels offerts pour résoudre les litiges Mhm. qui va se faire, Mhm. le travail de l'avocat, c'est le deuxième risque que je peux prendre à essayer de faire une projection. Mhm. Le travail de l'avocat sera à l'avenir probablement encore plus intéressant, encore plus passionnant qu'il ne l'est déjà, Mhm. parce que pourra se concentrer sur des choses essentielles que sont le droit, le fait de faire du droit, mais aussi les à côté, les aspects psychologiques de la résolution des conflits, Mhm. qui forment un tout, et qu'on fera notre travail de manière encore plus intéressante parce que on a aujourd'hui des outils d'analyse du droit, notamment du contentieux, de la jurisprudence, qui nous permettent de très très vite avoir des raisonnements, d'ouvrir le champ des possibles en termes de raisonnement, d'avoir des raisonnements avec d'autres dimensions quantitatives, avec la justice prédictive, Mhm. voilà, avec des panels différents. Aujourd'hui, la résolution du litige, c'est plus seulement j'ai un dossier, je prépare une assignation. Non, parce qu'il y a un préalable, il faut trouver une solution, essayer de voir les axes amiables, ensuite voir est-ce qu'on va aller devant une juridiction publique? Est-ce qu'on va faire de la médiation? Est-ce qu'on va faire de l'arbitrage? Est-ce qu'on va faire de la conciliation? Est-ce qu'on va faire dans les juridictions étatiques de la procédure participative? Mhm. Et c'est à la fois très complexe parce qu'il faut se mettre à jour et qu'en fait on réécrit tout ce qu'on a appris à la fac, même moi qui suis pas extrêmement ancien dans la profession. Mhm. Il faut se mettre à jour tout le temps, ça peut voilà. Mais quelque part s'organiser, Bien mieux sûr. gérer son temps, Mhm. récupérer du temps pour faire du droit, pour gérer ses dossiers, ça permet aussi de gagner du temps pour se former sur des domaines comme les soft skills, mais aussi sur des domaines juridiques Mhm. pour être très très bien formé et toujours à jour sur ce qu'on aime faire finalement du droit. On a tous choisi nos métiers de juriste pour faire du droit parce qu'a priori on aime ça. Donc autant se réserver, sanctuariser le temps qu'on passe à faire du droit. Très belle conclusion. Merci beaucoup Benjamin, on est arrivé à la fin. Merci à toi. À très bientôt alors. Merci. À bientôt.